Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Une émission qui s'intéresse aujourd'hui à la marche du Burkina, 3 mois après la formation du premier gouvernement de ce second quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré à la tête de l'État. 100 jours après l'investiture du président du Faso et presque 100 jours après la prise de fonction du gouvernement, quel état des lieux peut-on faire des principaux chantiers annoncés? Où en est-on avec le processus de réconciliation nationale? Qu'en est-il de la préoccupante question du foncier? Et comment gère-t-on la polémique née des réaménagements des examens du BEPC et du baccalauréat? Pour aborder ces questions d'intérêt national et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui sur le plateau de Périscope Ousseini Tamboura. Il est ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonsoir. Je reçois également ce soir Germain Bitiou-Nama, journaliste, administrateur général du bimensuel d'événements. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le 131e numéro de votre émission Périscope. 3 mois déjà donc que le gouvernement du Burkina, formé le 10 janvier dernier, est à l'œuvre pour gérer la feuille de route du président du Faso, mais aussi pour améliorer le quotidien des populations. 3 mois, c'est peu, mais 3 mois, c'est assez pour imprimer la marque, tracer des sillons, dessiner le cap et la perspective. Avant d'en arriver au chantier prioritaire du gouvernement, signalons que la situation sécuritaire du Burkina reste préoccupante. Une équipe de volontaires pour la défense de la patrie VDP est tombée dans une embuscade ce 14 avril à Sigidi, dans le département de Gorgadji, province du Séno. Et on déplore au moins 8 morts. Des incidents similaires se sont multipliés ces dernières semaines et tout porte à croire que ces supplétifs de l'armée dans la lutte contre le terrorisme au Burkina sont devenus la nouvelle cible des groupes que combat le pays. Monsieur le ministre, comment le gouvernement traite-t-il cette question? Bien, je tiens d'abord à vous remercier pour cet espace de discussion que vous nous donnez pour échanger sur ces premiers mois du gouvernement, premiers mois que vous avez appelés les 100 jours du second quinquennat et du gouvernement, et particulièrement sur la question donc de la sécurité, tout en naturellement, nous déplorons tous ces pertes en vies humaines, tout comme nous déplorons ces attaques terroristes qui nous ont été imposées. Nous déplorons donc cette guerre, entre guillemets, qui nous a été imposée depuis 5 ans. Et vous noterez que, aussi bien sous le premier quinquennat que sous le second qui vient de démarrer, le principe de réponse face à ces attaques terroristes est le même. Il s'agit en fait de faire monter les forces de défense et de sécurité en puissance. Il faut renforcer les capacités opérationnelles, c'est-à-dire techniques, matérielles et morales des forces de défense et de sécurité pour faire face à une guerre qui nous a été imposée. On n'est pas allé la demander, on ne l'a pas déclarée. Et les attaques sont multiformes, sont asymétriques. Et on peut dire aujourd'hui que les efforts structurels de réponse qui ont été apportés commencent à porter leurs fruits. Aujourd'hui, vous pouvez tous constater que les équipements de nos forces de défense sont nettement meilleurs en 2020, 2021 que 2017 ou 2016, date du début des attaques. On peut aussi noter le tournant qui a consisté à dire qu'il faut associer d'une façon ou d'une autre les populations à la lutte contre le terrorisme. C'est là que le gouvernement, en 2020, a fait adopter donc un texte de loi instituant ce qu'on appelle les volontaires de défense de la patrie, puisque c'est une guerre asymétrique. Il s'agit de faire en sorte que les populations, donc les Burkinabés, les citoyens burkinabés volontaires, puisqu'il s'agit de volontaires engagés, à partir de leur village ou de leur commune, sur la base d'un contrat avec les forces de défense et de sécurité, encadrés, c'est-à-dire formés par l'armée et déployés pour assurer les premières mesures de sécurité. Il va sans dire donc que si naturellement ces VDP sont des cibles, tout comme l'ont été les forces de défense et de sécurité, tout comme l'ont été les civils. Et il faut aussi le noter, depuis 2015, c'est d'abord des civils qui ont été tués, c'est ensuite des forces de défense, c'est ensuite maintenant les VDP. Ça veut dire tout simplement que le combat contre le terrorisme doit être intégral. Ça veut dire qu'il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à être résilient, continuer à apporter la réponse, tout simplement.
Il faut continuer à apporter les réponses, d'autant que l'un des premiers objectifs affirmés par le président du Faso lors de son investiture pour ce second quinquennat, le 28 décembre 2020, est de gagner, et je cite, le pari de la sécurité et de la stabilité de notre pays et assurer un retour des déplacés. Mais depuis quelque temps, on assiste donc à un regain d'activité de groupes ou d'individus armés non identifiés. Et 3 membres d'une famille de Barga, un quartier de Tangwal-Bougou, ont ainsi été assassinés dans la nuit du 27 au 28 mars dernier. Puis une attaque a coûté la vie le 1er avril à au moins 6 volontaires pour la défense de la patrie à Dablo, dans le centre-nord. Avant que 7 personnes, 4 VDP et 3 gendarmes, le périssent le 5 avril 2021 dans une attaque à Tangwal-Bougou. Il y a donc de quoi être inquiet, Germain Bichounama. Permettez-moi, avant donc, de répondre à votre question, de vous remercier, de me mettre face à face avec M. le ministre. Je crois que depuis sa nomination, c'est la première fois que nous nous retrouvons ensemble sur un plateau de télévision. J'en profite donc pour le féliciter pour sa nomination à ce ministère. Alors maintenant, évidemment, vous avez souligné après le ministre qui a développé sur un certain nombre de moyens qui sont mis à la disposition de nos forces de sécurité. Malgré tout, vous constatez qu'il y a toujours des difficultés, ça et là, des morts. C'est déplorable. Je crois que nous sommes en guerre. C'est un constat. Et ce n'est pas demain la veille, effectivement, que ça va. Donc, comme on le dit, il faut toujours garder la vigilance, monter toujours en puissance pour mobiliser les populations, que ce soit les forces de défense et de sécurité, mais aussi la population civile, pour attaquer ce mal, effectivement, qui est un mal qui nous est imposé à tous. Il faut se battre, il faut continuer de se battre. C'est un combat de tous les instants. Le terrorisme ne disparaîtra pas par l'effet d'un coup de baguette magique. La sécurité et la lutte contre le terrorisme restent donc un défi permanent. Au moment où on attend toujours le référentiel national de développement 2021-2025 censé remplacer le plan national de développement économique et social, PNDS, qui a gouverné l'action publique durant le quinquennat précédent. Le gouvernement navigue-t-il donc actuellement sans boussole, monsieur le ministre? Par culture économique et culture politique, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de moment vide entre deux référentiels. Jusqu'à ce que le nouveau référentiel soit mis en place, c'est l'ancien référentiel qui continue. Vous savez que les effets du PNDS étaient bâtis sur 5 ans et le PNDS continue à gouverner un certain nombre d'actions. Lorsque le MCA a été signé, le Millennium Challenge Account a été signé, vous voyez bien qu'il a été négocié il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Donc, jusqu'à ce que le nouveau référentiel se mette en place, nous avons un référentiel qui est le PNDS. Deuxième chose, le président du Faso, dans 3 mois après cette élection brillante que nous avons eue, a présenté au Burkinabé un programme de société autour de 10 chantiers. Et c'est ce qui a été présenté, c'est ce qui a été vendu, c'est ce qui a été porté à la connaissance des populations. Et je crois que c'est déjà une boussole suffisante, puisque le référentiel qui va apparaître comme un outil technique de pilotage avec nos partenaires techniques et financiers va essentiellement puiser sa sève dans ce programme de société du président Kaboré. Donc on ne navigue pas à vue. Donc tout va au rythme qu'il faut, selon vous, monsieur le ministre? Absolument. Absolument. Mais c'est nous sommes dans le bon timing. Ce n'est pas l'avis de Germain Bichounama. Pour lui, tout va trop lentement. Voilà 5 mois que Roch-Marc Christian Kaboré a été reconduit au pouvoir et on ne voit toujours pas venir sa nouvelle feuille de route, le nouveau référentiel des actions du nouveau quinquennat. C'est ce que vous écrivez, Germain Bichounama, dans l'éditorial que vous avez publié dans le numéro 443 du bimensuel L'événement paru le 10 avril dernier. J'ajoute quand même qu'il y a eu entre-temps la déclaration de politique générale du Premier ministre qui effectivement balise un peu le chemin, mais ce sont des promesses, c'est une déclaration de bonnes intentions. Évidemment, quand on le lit, quand on écoute justement le discours du Premier ministre, on est très ravis effectivement que ces perspectives-là soient tracées pour le Burkina Faso. Mais ce qui est essentiel de mon point de vue et que je déplore, c'est le référentiel de développement qui effectivement présente concrètement ce que le gouvernement
va faire. Et moi, en réalité, c'est le problème que moi je pose, c'est parce que je dis qu'il y a trop de temps perdu. Parce que c'est en fait depuis le 22 novembre 2020 que le président a été élu. Il a eu le temps, largement le temps de penser à son Premier ministre. Je crois que c'est le 10 janvier. Que le gouvernement a été le formé. 5 janvier qu'il a été nommé. Oui. Et le 10 janvier que le gouvernement a été formé. Je me demande entre-temps qu'est-ce qu'il faisait. Et puis Mais le gouvernement travaille sur le nouveau référentiel. Il y a même eu une concertation là-dessus dernièrement. Mais tout ça, c'est du temps perdu de mon point de vue. Parce que j'estime qu'il n'y a pas de vide. Ce sont des gens qui travaillent depuis longtemps. Ils devraient penser à ça. En réalité, une fois que les résultats des élections sont connus, immédiatement, toutes ces choses-là devaient être mises en place. Parce qu'il y a déjà le PNDS. La nouvelle feuille de route se bâtit à partir du PNDS. À partir des acquis du PNDS. Justement, monsieur le ministre, le président, de façon lui-même, il avait martelé dans son message de Nouvel An à la Nation, c'est le 31 décembre 2020 que, je cite, les priorités sont connues et la feuille de route du gouvernement est prête. Fin de citation. On a l'impression que le gouvernement se rate lentement. C'est parce que vous avez une vue de l'esprit. Je comprends très bien. D'abord, une déclaration de politique générale, c'est quoi? La Constitution dit que dès que le Premier ministre est nommé, il a 30 jours pour présenter au Parlement sa feuille de route qui vaut investiture. Donc, c'est forcément des perspectives, puisque c'est une projection. Ici, c'est la projection qui séduit la majorité, et la majorité fait un contrôle politique. Si les intentions et les actions et les projets qui sont donc déclinés par le Premier ministre, qui doivent être adossés, j'allais dire, à l'orientation du chef de l'État, si la majorité politique au Parlement dit oui, c'est exactement ce que nous attendions, nous vous donnons l'investiture. Donc la déclaration de politique générale est déjà une référence. Moi qui vous parle en tant que ministre de la Communication, j'ai mon contrat d'objectifs. J'ai les objectifs que je dois atteindre en 2021, en 2022. Je considère que tous les autres ministres l'ont. Maintenant, j'ai dit qu'il ne faut pas confondre ces cadres de référence politique et de gouvernance qui existent, qui sont très clairs. Les défis du Burkina sont connus. Le défi sécuritaire, il est connu. Oui. Il faut continuer à renforcer, comme j'ai dit, les forces de défense et de sécurité. La loi de programmation militaire votée en 2018, on n'a pas besoin de la relire, puisqu'il s'agit de stabiliser des ressources budgétaires afin que les équipements ou les conditions morales des troupes soient au top. Il y a peut-être un mois, nous avons voté un texte qui crée la caisse d'assurance maladie pour les personnels de défense et de sécurité. Ça vient renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. On n'a pas besoin d'attendre un référentiel qui pourrait s'appeler PN quelque chose pour dire que c'est là qu'on commence à travailler. Donc pour vous, le cadre existe, le gouvernement travaille et avance au bon rythme. Oui, absolument. Quand le PNDS ou quand le référentiel bâti avec les partenaires au développement, comme je dis, puisque ici le souci c'est de prendre en compte aussi une habitude de travailler avec des partenaires étrangers. Donc il faut certainement bâtir un référentiel avec un certain nombre de références que vous connaissez, la déclaration de Paris sur l'aide, un certain nombre de références. C'est peut-être ça qui fait prendre un peu le temps. Mais pour le gouvernement, la feuille de route est très claire. Je peux vous en parler sur la pandémie. Oui, la feuille de route, oui, rapidement. C'est très clair. J'estime quand même qu'il esquive trop les questions. Parce que le référentiel, s'il n'est pas nécessaire, il ne faut plus l'évoquer. C'est parce que c'est important, effectivement, qu'il est intégré dans le parcours. Cela étant, pour nous autres citoyens, il nous faut effectivement des référentiels quantifiés où il y a des... Oui, que l'idée se précise. Voilà, quantifiés pour pouvoir les juger, pour pouvoir apprécier les actions du gouvernement. Absolument. Et c'est pourquoi nous attendons toujours ce référentiel. Mais il n'est pas tard d'avoir un document où ces indicateurs sont quantifiés, puisque de toutes les façons, c'est une élection qui pourvoit à l'exercice du pouvoir au Burkina Faso. C'est un programme de société qui est présenté aux électeurs. Et tous les candidats présentent... Le compteur est ouvert. Laissez-moi terminer. Tous les candidats présentent un programme de société. C'est la base duquel la société civile, les électeurs, tout le monde juge le candidat apte à faire un certain nombre de choses. C'est sur cette base qu'on est élu. Maintenant, la transformation de ce programme de société, programme politique, en instrument technique de gestion par une administration financière et technique, elle peut prendre 3 mois, elle peut prendre 6 mois, elle peut prendre 7 mois, mais elle n'empêche pas... Elle peut prendre 1 an. Je ne sais pas, elle peut prendre 1 an, mais elle ne peut pas empêcher le gouvernement d'avoir une vision claire de ce qu'il doit faire. C'est voilà qui est donc clair, monsieur le ministre. On attend quand même ce référentiel de développement quantifié, chiffré, pour pouvoir suivre pas à pas les actions du gouvernement. Mais en attendant,
la classe politique baigne dans une certaine effervescence au sujet de la réconciliation nationale. Je reste avec vous. Où en est le gouvernement avec ce chantier? C'est un chantier qui est annoncé comme prioritaire par le président du Faso. Ce qui est certain, c'est un engagement qui a été pris en charge dès la formation du gouvernement. À partir du moment où on a concédé, on a confié à un ministre d'État rattaché auprès du président du Faso de s'occuper de la question de la réconciliation nationale, c'est tout dire que cet engagement semble être une priorité pour le chef de l'État. Deuxièmement, il me revient que le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale a rencontré la presse pour défraîchir un peu, pour dire un peu comment il entrevoyait dérouler un certain nombre de choses en ce qui concerne cette réconciliation. Je note aussi que le Premier ministre a été très clair sur la tenue d'un forum en 2021 comme étant un espace ou un cadre, un point de départ de ce que pourrait être le processus de la réconciliation nationale. Donc je pense qu'il faut patienter encore, peut-être quelques semaines, le temps que le ministre d'État certainement présente son rapport sur la feuille de route, sur la stratégie de réconciliation nationale et qui nous donne un agenda de tenue de ce forum. Et je pense qu'en ce moment, nous aurons tous les éléments pour pouvoir définir le profil de la réconciliation nationale dont il s'agit ici. Définir le profil, mais le président du Faso avait déjà donné donc sa vision là-dessus pour concrétiser ma volonté d'associer tous les Burkinabés dans la conduite des affaires publiques. Je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable. Ma conviction, a dit le président du Faso, est établie que la réconciliation nationale ne saurait faire l'économie des crimes de sang, des crimes économiques et politiques qui, de 1960 à nos jours, continuent d'envenimer les rapports entre les Burkinabés. Bien évidemment, vous l'avez souligné tout à l'heure, le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré a indiqué le 4 février dernier devant les représentants à l'Assemblée nationale que ce chantier constituait un enjeu majeur pour son gouvernement. Christophe Dabiré entend ainsi mettre tout en œuvre pour, je cite, réussir l'organisation du Forum de réconciliation nationale annoncé par le président du Faso en s'appuyant sur les résultats fort appréciables déjà engrangés par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Germain Bichounama, vous avez suivi un peu donc les premiers pas du gouvernement et notamment sur ce chantier de la réconciliation nationale qui occupe l'actualité de façon quotidienne. Comment jugez-vous donc justement ces premiers pas devant conduire à ce forum? Bon, disons que j'observe que le ministre chargé de la réconciliation, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, en tout cas, tourne beaucoup, rencontre beaucoup de gens, effectivement, pour prendre les avis et autres. Je pense bien que, bon, et sans doute il y a de la matière et qu'au moment où il présentera son rapport, nous pourrions effectivement apprécier, d'autant même qu'il y a un forum sur la réconciliation nationale qui va être organisé, où les forces vives pourront dire ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est sur la base de ce rapport, le rapport que le ministre d'État va présenter, que ce rapport va être organisé. Mais avant ça, sans doute le rapport va être porté à la connaissance du public pour que nous puissions nourrir avec nos réflexions avant cette rencontre nationale. Sinon, mon appréciation est tout à fait positive par rapport à ce que j'observe, à l'activité, j'allais dire, abondante que mène le ministre d'État. J'espère que ça va porter fruit. Alors, le président du Faso ainsi que certains acteurs restent quand même attachés au triptyque vérité, justice, réconciliation. Tout le monde n'est pas sur cette ligne-là. Comment harmoniser les points de vue à ce sujet? Oui, Germain Bichouna. En tant que premier responsable, lui, il cadre les discussions. Puis maintenant, le moment venu, le débat, effectivement, dira ce qu'il en pense. Mais en tout cas, il a de sa responsabilité de cadrer, effectivement, les débats. Faut-il harmoniser justement ces points de vue avant le forum annoncé par le président du Faso ou c'est au forum d'en décider? Mais pourquoi vous ne considérez pas que le forum va être peut-être le moment ou le lieu d'apprécier et d'harmoniser toutes ces positions? Mais comme l'a dit M. Nama, le président du Faso a donné le principe cardinal qui devrait gouverner la marche de notre État et la marche de la réconciliation nationale. C'est le triptyque vérité, justice, réconciliation nationale. Je pense que nous sommes tous d'accord que la réconciliation nationale, ce n'est pas le déni de la justice. On est tous d'accord. Ce n'est pas l'impunité non plus.
Si on est aussi... Mais il y a ceux qui pensent qu'il faut juste signer la paix des braves et puis passer à autre chose. Il y a d'autres modalités d'y arriver, mais il faut éviter de considérer que la réconciliation nationale dont il s'agit ici consiste à faire une impasse sur tout ce qui est justice, tout ce qui est vérité. Sinon, on fera une réconciliation de façade et nous en serons encore à nous retrouver à faire encore un forum. N'oubliez pas qu'il y a eu des initiatives précédentes. Vous pouvez, en tant que journaliste, vous pouvez être observateur. Vous faites allusion à la journée de pardon? Par exemple, où je crois qu'il y a eu aussi d'autres initiatives auparavant. Donc il y a eu d'autres initiatives. La Commission nationale de réconciliation nationale a dû faire un travail, il faut vous en souvenir aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors actuellement, on annonce un procès pour juger les mises en cause dans l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara, dans lequel son successeur, Blaise Compaoré, est cité. Est-ce que cette annonce ne risque pas de perturber le processus de réconciliation, ceux qui pensent justement qu'il faut faire table rase du passé et pour signer la paix des braves? Pourquoi il perturberait si on considérait que la réconciliation était synonyme d'abandonner tous les dossiers de justice? Vous savez que la justice est la fille de la réconciliation nationale. La vérité est la fille de la justice, puisque c'est dans un procès que jaillit un certain nombre de vérités. Non, je pense qu'il faut éviter de penser que c'est une façon de bloquer la réconciliation nationale. J'estime que la justice, le fait qu'elle puisse être donnée peut être un facteur favorable à la réconciliation nationale. Vous pensez de la même façon, Germain Bichouna? Tout à fait. Parce qu'effectivement, si on élude cette question de la justice, on risque d'en arriver à des règlements de compte personnels. Et pour éviter ça, justement, puisque la justice a pour rôle, en fait, de réguler les tensions qui existent dans la société, il faut donc passer par là. Mais je pense même que c'est le moyen le plus facile ou le plus simple d'arriver à la réconciliation. Parce que pour que le président lui-même ait les mains libres pour prendre des actes forts, il faut d'abord la justice. S'il n'y a pas cette justice, c'est difficile pour lui. C'est difficile pour lui, mais il y en a qui pensent qu'il faut plutôt passer par la justice transitionnelle parce que la justice classique ne peut pas régler de façon simple et rapide toutes ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, évidemment, il y a certaines questions qui peuvent passer au niveau de cette justice transitionnelle, mais quand c'est des questions de sang et tout ça, bon, évidemment, c'est des questions extrêmement graves. Il faut les régler dans les meilleures formes possibles. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je pense qu'on peut combiner les deux formes de justice pour arriver effectivement à une réconciliation nationale au Burkina Faso. Il faut combiner les deux formes de justice, Monsieur le ministre? Oui, moi je pense qu'il faut laisser le ministre d'État nous proposer la stratégie nationale de réconciliation. Il faut laisser aussi au forum sur la réconciliation nationale, qui est un espace où les grands actes, les grandes orientations seront adoptés, où les instruments de réconciliation seront adoptés. Oui. Il faut laisser le soin à ces espaces beaucoup plus légitimes, puisqu'il s'agit d'associer, de mon point de vue, l'ensemble des acteurs, un grand nombre de personnes. Et il faut laisser ces sujets-là à ce forum-là. Et ne pas épiloguer avant. Oui, le forum est donc très attendu. Absolument. Le président du Faso avait parlé de 3 mois. Parlait plutôt du premier semestre. Oui. Est-ce que dans le chronogramme du gouvernement, on pense que ce calendrier... Ce dont je suis sûr, il se tiendra en 2021. Maintenant, dans le deuxième semestre, ça me semble plus probable. Plus probable dans le deuxième semestre. Et comme vous savez de moi, je ne suis pas très attaché aux quelques jours qui sont souvent donc avancés pour certainement laisser croire que les engagements ne sont pas tenus. Le plus important, c'est de maintenir cet engagement, c'est de donner un souffle institutionnel à cet engagement, parce qu'y créer un département qui est dédié à cela, c'est donner quand même un pouvoir structuré et institutionnel au sujet. Ouais. Et je pense que nous aurons ce forum en 2021. Ce forum en 2021, tout le monde l'attend donc, Germain Bichouna, et donc il faut travailler à aller à ce forum pour régler une fois pour toutes les questions qui concernent la nation sur le plan de la réconciliation nationale. Je pense qu'il faut tenir le chrono qui a été annoncé, établi par le chef de l'État, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Il faut régler cette question
qui, peut-être, vous les juristes, vous dites qu'il y a des questions préjudicielles. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est une question préjudicielle qu'il faut régler pour qu'on puisse passer à autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. On attend beaucoup de votre gouvernement. Absolument, nous serons au rendez-vous. Bon, le gouvernement dit qu'il sera au rendez-vous. Quelle est justement la stratégie du gouvernement pour amener tout le monde à s'inscrire dans la vision déclinée par le président du Faso? Vous allez me renvoyer encore au ministre d'État et au forum, mais le président du Faso a bien dit, je cite, la réconciliation nationale doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, de la probité, de la dignité et de la défense de l'intérêt national. Quelle stratégie peut mettre... Oui, si souvent je vous renvoie au ministre d'État, c'est parce que vous voulez avoir des précisions qui ne peuvent être données que dans cette stratégie, qui ne peut être que celle adoptée par le gouvernement. Par contre, on peut observer, et comme il l'a dit, le ministre d'État a eu une phase d'écoute très importante. On a vu toutes les couches socio-professionnelles de ce pays le rencontrer. On l'a vu lui-même rencontrer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Donc déjà, on peut certainement dire qu'il fait sien l'appel du chef de l'État pour que ce processus soit très participatif. Ça, c'est un acte. Deuxièmement, il me semble important aussi de retenir dans ce principe qu'il ne s'agit pas de régner, comme je dis, la règle de la vérité, de la justice et de la réconciliation nationale. C'est une balise qui est importante. Et puis, bon, les effets d'adhésion sont connus. Regardez l'ouverture politique. Depuis, nous avons un esprit de détente politique, une majorité qui s'est formée, qui prend des forces, je préfère dire qui prend des forces. Et puis, vous avez une opposition aussi qui s'est constituée. Qui se dépérit. Qui s'est constituée, qui joue aussi son rôle et qui porte les habits de sa mission. Et je crois que tout ça, il y a le dialogue politique, on voit bien le frémissement que le dialogue politique qui avait permis d'encadrer un peu le processus électoral le dernier semestre de 2020 est en train de se remettre en place. Donc pour moi, tous les indicateurs sont au vert pour faire en sorte que cette attente de réconciliation nationale puisse se tenir. Parce qu'il faut dire que c'est un ingrédient qui va permettre au Burkina de se réconcilier pour faire face aux défis du terrorisme, par exemple, pour faire face aussi aux défis économiques. Parce qu'il s'agit aussi de se développer, il s'agit de se tourner vers le travail, il s'agit aussi de faire, j'allais dire, de la croissance économique et de la partager à tous les Burkinabés. Parce que dans la pauvreté, vous ne pouvez pas construire autre chose que, j'allais dire, des conflits ou un certain nombre de problèmes, tout simplement. Il faut donc s'unir pour, comme ils ont dit en République démocratique du Congo, faire l'union sacrée autour des grands enjeux. Germain Bitiu, le ministre a souligné tout à l'heure, la majorité grossit, l'opposition dépérit. C'est vous qui l'avez dit. Elle se renforce. La majorité se renforce. La majorité se renforce. Est-ce que vous sentez une sorte de déséquilibre au niveau de la classe politique? Est-ce que finalement, on a comme un alignement des planètes aujourd'hui où tout le monde semble être d'accord sur un peu tout? C'est de bon augure, selon vous? Moi, ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette majorité qui se renforce, comme il dit. Quelle est la plus-value, quel est le bénéfice qu'on en tire? Effectivement, cela. Nous observons en tant que citoyens le travail du gouvernement. Nous observons aussi qu'au niveau social, il y a une certaine accalmie qui leur permet de travailler. Maintenant, nous attendons. Et comme j'ai dit au ministre, nous sommes très pressés. Les Burkinabés sont très pressés. Ils veulent qu'on avance très vite. Et surtout, qu'on mette le pays sur les rails, c'est-à-dire sur le bon rail. Peut-être qu'en termes de résultats, on peut ne pas capitaliser tout de suite de bons résultats, mais une fois que le pays est mis sur le bon rail, je pense qu'on a l'assurance quand même d'aller dans la bonne direction. Donc vous estimez que le pays n'est pas encore sur les bons rails? Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Il faut renforcer ça. Il faut renforcer. Il faut renforcer. Et ça se fait. Vous prenez l'action humanitaire sur les personnes déplacées internes. Nous assurons une souveraineté alimentaire qui est nette. Il vous souviendra que le Conseil a décidé d'envoyer 30 000 tonnes dans 124 communes. Sur rapport du ministre de l'Éducation, vous avez suivi que malgré la fermeture des écoles, nous avons pu réinscrire 105 000 enfants. Et ça veut dire qu'il faut s'adapter aussi à un environnement qui devient de plus en plus difficile. Puisque l'émission ne permet pas de revenir sur les décisions prises par le gouvernement. Mais je pense que le Burkina bâtit sa résilience. Il s'agit maintenant de quitter cette résilience
pour conquérir le développement, tout simplement. Et ça passe forcément par la réconciliation, mais ça passe par le temps aussi. Ça parce qu'on ne passe peut pas par la développer en 3 mois. réconciliation Et le temps. Et le temps, mais ça passe aussi par le travail, monsieur Absolument. le ministre, et par les avancées majeures que l'on peut réaliser sur les chantiers annoncés. Et l'un de ces chantiers, pour le président du FASO, c'est la relecture de la réforme agraire et foncière. Comment voyez-vous se dessiner la concrétisation de cette volonté-là, Germain Bichounama? J'avoue que c'est une question que je n'ai pas bien suivi, je n'ai pas suivi du tout. Je suis incapable de dire vraiment quelque chose d'important là-dessus, d'autant plus que c'est une intention qui est machinée, mais en termes de la consistance même de la réforme, évidemment, il faut attendre de voir ce qui est proposé. Sinon, je ne suis pas un spécialiste. Oui, le président de façon a annoncé qu'il fera relire la réforme agraire et foncière pour mettre un peu de l'ordre dans ce secteur foncier où il y a beaucoup de pagaille, de désordre et des malversations à tout va. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement a déjà pu faire pour... à partir de cette instruction ou orientation, c'est forcément relire la loi. La réforme agraire et foncière est portée par la loi et tous les autres aspects liés au foncier sont portés par des textes de loi. Et si le diagnostic est là que nous avons une crise foncière, je fais ici référence déjà à la première commission d'enquête du Parlement sur le foncier. Vous avez vu un peu les résultats. Je fais aussi référence dernièrement. Le Parlement s'est beaucoup investi dans la problématique des sociétés immobilières. Et puis, il vous suffit de regarder un peu l'actualité dans nos quartiers, de regarder comment nos villes se développent, de regarder comment la problématique des possessions des terres se pose avec acuité. Et si vous regardez l'attachement du Burkinabé à la terre, il est évident que cette question, si on ne la règle pas de façon définitive, elle va être une crise sociale majeure. Le président de façon a été très clair. Il faut relire donc la réforme agraire et foncière. Donc le gouvernement se mettra nécessairement dans une logique de relire cette loi, mais toujours dans un esprit de participation, mais aussi dans un esprit de responsabilité. Parce que souvent, dans le processus participatif, on peut être amené à vouloir contenter tout le monde. Et à l'arrivée, on ne met pas le bistouri qu'il faut là où il faut. Et je pense qu'ici, il faut peut-être que l'État prenne ses responsabilités sur la problématique du foncier et affirmer son leadership. Je ne pense pas trahir le ministre en charge du dossier pour dire qu'il y a des prémices peut-être d'assises ou d'états généraux sur le foncier pour nous permettre d'avoir tous les éléments. Mais l'instruction du président du FASO est très claire. Il faut relire la réforme agraire et foncière. Ça passe par la relecture des textes de loi. Oui, mais c'est un dossier qui est... Oui, Germain Bichounama. Il y a quelque chose de très important que le ministre vient affirmer le leadership de l'État. C'est là où justement il y a des faiblesses. Parce que c'est peut-être nécessaire de relire la loi, mais déjà la loi que nous avons, la réforme agraire et foncière, elle n'est pas respectée. C'est ça. Et c'est le laxisme de l'État, en quelque sorte. Les cahiers des charges ne sont pas respectés. Parce que vous voyez, on ne dit rien, on ne fait rien. C'est ça le problème. Maintenant, la question, c'est de savoir, bon, est-ce que tout tient dans la relecture? Est-ce que si on relit la loi, l'État sera ferme pour que chacun s'en tienne au terme de la loi? Voilà la question qui est posée. Je me concerne, l'application est tout aussi importante que de bonnes lois. Parce qu'une bonne loi sans son application stricte ne donnera pas l'effet escompté. Justement, monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la commission d'enquête parlementaire. Elle a été mise en place en 2016 par l'Assemblée nationale. Cette commission a établi des manquements on ne peut plus graves en la matière. En 2 mots, on peut évoquer par exemple de nombreux cas d'absence de titres fonciers et d'occupation illégale de sites. Il y a également la spéculation sur les prix des terrains, la mauvaise qualité des constructions, la disparité des coûts des logements sociaux. Alors, ce rapport d'enquête, il existe depuis. Autant de problèmes qu'il faut adresser désormais dans cette réforme du foncier. Si on ne fait pas cette réforme courageuse, comme je l'ai dit, ça sera une crise majeure sociale de notre pays. Oui, mais ça, c'est un existant. On se serait attendu à ce que, très rapidement, le gouvernement agisse là-dessus. Oui, c'est un constat. C'est depuis 2016. Voilà. Vous faites un constat comme moi. Depuis 2016. Maintenant, il s'agit de se remobiliser sur cette problématique et c'est ce que nous faisons. C'est ce que fait le gouvernement, donc on l'attend toujours au tournant et on veut le voir à l'œuvre. Il vient d'arriver. Oui, mais l'État est une continuité. Il a dit depuis 2016. Hein. Donc c'est une insuffisance que tu relèves depuis 2016. Et nous allons nous remobiliser. Le président du FASO entend se remobiliser sur ce dossier. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle dans ce secteur. Le Forum national qu'organise en ce moment même, c'est du 14 au 16 avril,
la commission épiscopale Justice et Paix se penche sur la problématique de l'état de droit et de la gouvernance foncière et s'interroge sur les engagements de l'État et du citoyen pour une société apaisée. Alors justement, quels principes devraient gouverner les engagements de l'État en la matière, monsieur le ministre? Alors pour moi, il faut réaffirmer le leadership de l'État sur la terre. Ça, c'est important. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire attention aussi au régime juridique qui donne des pouvoirs, voyez, entre guillemets, décentralisés. Parce que si l'enquête de 2016 avait beaucoup montré que par les lotissements, il y avait eu beaucoup de manquements, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut être regardant. Le thème de la conférence épiscopale aussi est très séduisante. D'une part, elle pointe la responsabilité de l'État. Il faut qu'il y ait de laxisme, mais aussi la responsabilité des citoyens. Parce que là aussi, c'est vrai qu'il faut que le Burkinabé se réinvestisse un peu ses valeurs d'intégrité. Et puis, ça va faciliter aussi le travail de l'État, mais ça ne dédouane pas l'État, bien sûr. Ça ne dédouane pas l'État. Il faut se réapproprier les valeurs d'intégrité qui nous ramènent aussi à la probité, au civisme dont a parlé en long et en large le président du Faso, Germain Bichounama. Voyez-vous poindre à l'horizon la renaissance du Burkinabé de demain, un Burkinabé tout nouveau, dans un État tout nouveau, où effectivement on aurait le sens des valeurs, de la probité et du civisme? Ça dépend de chacun de nous. Exactement. Ça dépend d'abord des Burkinabés eux-mêmes. Parce que c'est vrai que les dirigeants sont là pour donner l'impulsion, pour donner les orientations et tout. Mais qui profite de tout ça? Ce sont les citoyens. Donc il faut qu'ils se prennent en charge par rapport à ça. Fort heureusement, moi je constate que vraiment dans la société burkinabé, ça foisonne, n'est-ce pas, d'organisations effectivement qui prennent en charge cette question dont tu parles. Et moi je pense que, bon, c'est vrai qu'on déplore beaucoup de choses, dont l'incivisme et tout. Nous avons beaucoup parlé de l'incivisme pendant les années 2018-2019, peut-être même un peu 2020. Mais effectivement, c'est une question très, très importante. Mais au finish, qui doit régler cette question d'incivisme? C'est vrai que l'État y a sa part de responsabilité, parce que justement, il y a un leadership qu'il doit assumer, puisque le mot revient souvent ce soir. C'est un leadership qu'il faut assumer. Mais les citoyens doivent se dire qu'après tout, c'est nous qui en profitons. Il faut que nous prenions notre vie en main. Il faut prendre sa vie en main et on ne réussira rien dans le désordre. Le président du Faso l'a dit également à plusieurs occasions. Et les objectifs déclinés dans son discours d'investiture par le président du Faso, donc, et que le gouvernement doit travailler à atteindre sont nombreux. Ils sont nombreux et pertinents, monsieur le ministre. Il y a le renforcement de la démocratie, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, la refondation d'une véritable administration des services publics sur la base d'une culture des résultats, l'amélioration des rendements, l'amélioration du rendement du secteur privé, le relèvement du niveau de compétitivité de l'économie, la mobilisation de la diaspora et son implication effective dans l'œuvre de construction nationale, et j'en passe. Beaucoup de défis, beaucoup de travail à faire, mais pourtant tout est prioritaire. Quelle devrait être selon vous la priorité des priorités au lendemain de ce cap de 3 mois, de 100 jours, aussi bien du président du Faso que bientôt du gouvernement? Il sera difficile de désigner une seule priorité pour moi, mais il sera plus facile d'en désigner 3 ou 4, si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que le défi sécuritaire me semble être déterminant. Il faut le relever pour la survie de la nation et pour la survie économique de ce pays. Deuxièmement, je pense que le défi de la pandémie s'impose. Pas en raison de la gravité de la maladie dans notre pays, mais en raison de son impact socio-économique dans le monde et qui influe forcément aussi sur nos perspectives de développement. L'autre défi, c'est aussi de faire en sorte que notre administration soit tournée vers les résultats. Il y a des indicateurs déjà, si vous regardez la question des budgets programmes, si vous regardez de plus en plus ceux qui sont à la tête de l'administration reçoivent des contrats d'objectifs. Il y a aussi ce défi de la lutte contre la corruption, parce que réinvestir l'intégrité, c'est aussi se remettre dans ces schémas de valeurs-là. Ça me paraît être les 3 ou 4 défis les plus prioritaires. Comment le gouvernement y arrive? Il le fait chaque mercredi, il le fait chaque jour. Il suffit de scruter les décisions qui sont prises et nous pouvons en parler. Je me souviens déjà qu'à un des conseils des ministres, nous avons
opté de faire en sorte que notre économie puisse être organisée autour de zones géographiques, en pôle de compétitivité, en pôle d'exportation, et ainsi de suite. Donc, c'est des décisions qui sont prises, mais c'est aussi des réponses structurelles. Ouais, mais monsieur, dont les effets, les décisions sont prises. Le gouvernement se réunit chaque mercredi, mais c'est comme un peu cette affaire du taux de croissance qu'on ne sent pas dans le panier de la ménagère. Non, je suis au regret de vous le dire. Si vous demandez à ceux qui sont affiliés à la caisse d'assurance maladie, ils ne vont pas vous dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Si vous me dites qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez retenu qu'un des conseils des ministres, on a décidé de revoir le régime juridique des armes de guerre, des armes de feu, la gestion. Vous êtes certain que dans quelques mois, vous verrez l'effet sur la gestion. Donc il faut pas peut-être prendre les choses comme ça. C'est pas parce que il y a des petits pas dans la bonne direction. Absolument. Je peux en citer. Le gouvernement est à l'œuvre. Je peux en citer plein d'exemples, si vous voulez. Ouais, deux autres rapidement. Vous voulez que j'en cite deux autres? Oui, deux autres rapidement. Alors prenons parce que les Burkinabés ont besoin de savoir comment le gouvernement est à la tâche. La question des VDP qui sont des auxiliaires des forces de défense. Il y a un arrêté conjoint de 2020 qui a fixé les aspects du contrat, c'est-à-dire la rémunération. Et vous savez très bien aussi que sur les conditions de prise en charge des familles endeuillées, j'allais dire, lorsque nous avons un personnel de défense qui tombe donc sur le champ de bataille, vous savez qu'il y a tout un régime juridique qui organise la prise en charge des héritiers, par exemple. Voilà, mais c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas chanter, parce que la condition qui déclenche est triste, elle est tragique. C'est ça. Voilà, mais ça, c'est des faits. Ce sont des faits. Alors, Germain Bichounama, vous voyez ces faits-là? Vous voyez imprimer la marque du gouvernement sur la marche globale du pays? Moi, je m'interroge surtout sur un. Moi, je cherche à comprendre aussi, parce que j'ai lu la déclaration de politique générale du Premier ministre où il dit pour fouetter l'économie, il faut réduire le coût des facteurs. Justement, quand je soulignais tout à l'heure l'importance du référentiel, ça nous permettait de voir exactement sur ces questions-là de quoi il s'agit exactement et qu'est-ce qui est prévu très concrètement dans ce domaine-là. Réduire le coût des facteurs. Bon, le coût des facteurs, c'est quoi? D'où l'importance du référentiel. Ouais, moi, je peux vous en dire plus. Le MCA qui vient d'être signé, il a pour mission fondamentale de faire quoi? De développer l'offre d'énergie au bout de 5 ans d'exécution, de faire en sorte que nous sortons de l'ornière où nous sommes en déficit permanent en matière d'électricité, tout simplement. Ça, c'est réduire les facteurs de production. Pour le petit artisan, pour le petit tailleur, pour le petit vendeur de poissons qui n'a plus son courant. Mais au bout de 5 ans, si ça c'est réglé, c'est ça, réduire les facteurs de production. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un référentiel qu'on va dénommer ou baptiser pour dérouler ce programme. D'ailleurs, le comité d'orientation du MC a été installé aujourd'hui. Ça veut dire que les différents programmes vont se dérouler, tout simplement. Ça, c'est des exemples. Alors, oui, on vous a bien compris, monsieur le ministre. Hein, pour vous, le gouvernement est à la tâche. Il y a des choses qui se font. Il faut les mesurer au fur et à mesure. Et puis, il faut voir venir. Au cours de ce premier trimestre du second quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré, et donc aussi de l'action du gouvernement, on a connu quelques mécontentements. Il y a notamment cette question des réaménagements introduits dans l'organisation du BEPC et du baccalauréat. En deux mots, hein, très rapidement, pourquoi a-t-on besoin aujourd'hui de réformer ces examens? Mais s'il y a un département de l'État qui a pour mission de gérer le secteur éducatif, de mon point de vue, il est bien fondé avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative de conduire les réformes. Le bac que moi je fais ou le BPC que j'ai fait, il n'avait pas forcément le même format qu'il y a que ce que mes parents ont fait. Donc je pense qu'il faut éviter de considérer qu'il est interdit de faire des réformes. Maintenant, il y a des manières de faire des réformes. Quand il y a des réformes, il faut l'expliquer. Est-ce que le gouvernement a suffisamment expliqué ces réformes? Je pense qu'avec les incompréhensions que nous avons suivies ces derniers temps, moi je peux être témoin dans l'actualité que le ministre de l'Éducation a rencontré les directeurs régionaux, les directeurs provinciaux. Et j'ai bien noté dans le sujet qu'il s'agit d'expliquer ce sujet et de faire en sorte que l'ensemble de la communauté éducative puisse comprendre les enjeux de la réforme. J'ai pu noter même ce matin que l'Union nationale des parents d'élèves a reçu une explication
et avait effectivement conclu que tout à fait, on pouvait aller à ces réformes. Donc je pense qu'il faut aller sur un principe. Les réformes ne sont pas interdites, mais encore faut-il qu'elles soient comprises, tout simplement. Alors, actuellement, les réformes ne sont pas bien comprises. L'Union des parents d'élèves dit qu'elle reste vigilante et qu'elle attend de voir. C'est ce qu'ils ont encore dit aujourd'hui. C'est normal. Qu'elles attendent de voir. Et puis, on a l'impression qu'on veut les introduire de façon précipitée. Est-ce que le gouvernement ne gagnerait pas à élaborer, Germain Bichounama, un chronogramme plus serein avec justement... Mais ça se fait, je vous dis. En donnant plus de place à l'explication, à la sensibilisation. Tout à fait. Je suis d'accord. Oui. Effectivement, c'est là où le bas blesse justement, parce que si ces précautions avaient été prises, je crois qu'il y aurait moins d'incompréhension. Parce que, comme vous j'ai écouté l'union des parents. Des parents d'élèves. Parents d'élèves. Dans votre studio aussi, j'ai vu l'élément passer où ils disaient que, bon, eux, en tout cas, eux cherchent à comprendre pourquoi leurs enfants sont inquiets. Voilà. Ils prennent fait de cause pour leurs enfants parce que leurs inquiétudes, ils les épousent. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que dans toute réforme, il y a un format qui est prévu. On réunit un certain nombre de gens, effectivement, pour de manager cette réforme. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas été invités à ça. Ces acteurs se sont plaints. Je n'ai pas de raison de croire que ces acteurs ne disent pas la vérité. Donc, notamment les syndicats qui se sont plaints que, ils n'ont pas été associés à cela. Je pense que quand il y a effectivement des problèmes de cette envergure-là, il ne faut pas commettre l'impair de négliger ce genre d'acteurs. Parce que moi-même qui suis enseignant, je ne comprends pas comment est-ce qu'on a pu effectivement en arriver là. Une fronde comme ça, quand le gouvernement explique que tout est clair. Mais en même temps aussi, il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être faites avant. Ça n'a pas été fait. Oui. Alors, il y a un travail à faire en amont qui n'est pas là. Comment on rattrape ça rapidement? Mais il faut rattraper par l'information, la sensibilisation des acteurs. Il faut rattraper par l'information. La communauté éducative est connue. Il y a les travailleurs, il y a les enseignants, il y a les élèves, il y a l'administration. Il faut échanger, discuter avec eux et présenter la réforme. Il faut reparler de tout ça, sensibiliser, éduquer, informer, et pour que tout le monde, enfin, que l'on s'accorde sur l'essence de ces réformes et leur bien fondé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le plan sanitaire, l'année 2020 a été des plus éprouvantes pour tous les pays avec la pandémie de la Covid-19. Les frontières terrestres du Burkina sont d'ailleurs officiellement toujours fermées depuis plus d'une année maintenant. Êtes-vous en mesure de nous dire, aux populations et aux commerçants notamment, qui souffrent beaucoup, que ces frontières seront réouvertes bientôt? Ce qui manque peut-être dans votre question, c'est de rappeler d'abord que c'est une décision du Burkina Faso, mais en cohérence avec les pays membres de l'UEMOA, donc les frontières des autres pays. Oui, mais chaque pays a décidé souverainement de fermer ses frontières. Non, c'est déjà bon de le noter, c'est important. De sorte que les perspectives de réouverture de la frontière ont été plus ou moins dessinées, ou en tout cas planifiées au sein de l'UEMOA, et qui semblent nous indiquer le mois de mai. Puisqu'on a les comptes rendus des réunions de la conférence des chefs d'État. Sur la pandémie, je pense qu'on peut saluer vraiment la reprise en main de la gestion de la pandémie. On a quitté d'une gestion sectorielle qui était essentiellement axée santé vers un comité national de gestion qui a impliqué tous les acteurs. Ça nous a permis d'atteindre nos objectifs en matière de sensibilisation et les données sont là aujourd'hui. Et puis vous voyez très bien qu'on est en train de faire une sorte on change le paradigme pour dire qu'il faut permettre les grandes activités de se redéployer tout en tenant compte de la pandémie. Regardez le FESPACO, le gouvernement a décidé de le reprogrammer. La 33e édition du Tour du Faso, le Salon international sur le coton, qui va aussi bientôt se tenir. Ça veut dire qu'on est en train de faire par pédagogie. Et il y en a justement qui vous demandent, mais pourquoi alors on ne reprogramme pas le CIAO? Pourquoi on ne reprogramme pas la SNC, la Semaine nationale de la culture? Mais peut-être que c'est en cours. Qu'est-ce que vous en savez? Il ne s'agit pas de le faire le tout en un mercredi, vous le savez très bien. Annuler puis reprogrammer, c'est ça? Écoutez, oui, c'est possible. D'accord. Alors, très le parallélisme de forme dans la décision, vous le savez très bien. Alors, très rapidement, Germain Nama, le ministre de la Communication dit que probablement les frontières seront réouvertes en concertation avec les pays de l'UEMOA. C'est bien cela? Absolument. Au mois de mai, c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais vous ne dites pas l'essentiel. Moi, j'attends un mot sur la vaccination. Oui, on en vient. Rapidement sur la réouverture des frontières qui est également quelque chose qui préoccupe les populations et les commerçants. Oui, tout à fait, parce que l'économie d'un certain nombre de secteurs se trouve grippée du fait de la fermeture des frontières. Si ça s'ouvre, je crois que ça va les soulager. Alors, puisque vous êtes pressé d'en parler, enfin, pas pressé, tous les pays qui entourent le Burkina ont déjà reçu des doses de vaccins, ont commencé à vacciner leur population. Justement, au Burkina, on attend toujours. Mais apparemment, les choses ont commencé à s'organiser. Il y a eu une démarche prudentielle, puisque actuellement, il y a une stratégie qui se dessine. D'ailleurs, l'Académie des sciences, des arts et des lettres, qui vient de publier une étude sur la question, a bien indiqué que le Burkina ne peut pas s'exclure de la vaccination contre la Covid-19, qui est, précise-t-elle, la priorité sanitaire du moment. Donc, tout ça, c'est des discours. Monsieur le ministre, combien de doses on attend? On attend. Alors, je pense que dans toute démarche d'introduction de vaccins, c'est connu. Les process du ministère de la Santé sont connus. Depuis l'année dernière, on a mis en place un comité national qui regarde. Nous avons des autorités médicales qui s'affairent à cela. Nous sommes membres de l'OMS qui, avec d'autres organisations, ont bâti une initiative qu'on appelle COVAX, qui accorde au Burkina un peu plus d'1 million, 200 000 vaccins. Et le comité national s'est réuni il n'y a pas très longtemps. On voit bien que dans le discours du ministère de la Santé, on a rencontré les partenaires sociaux, on a rencontré aussi les autorités religieuses et coutumières pour discuter de la stratégie de la vaccination. Maintenant, 1 200 000, ça c'est déjà la réponse. D'aucuns disent 1 300 000, mais les informations que j'ai tournent autour de 1 200 000. Et puis deuxièmement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une pandémie mondiale. On ne peut pas se soustraire comme ça tout seul. Parce que si tout le monde s'immunise, puisque si on considère que le vaccin permet d'immuniser tout le monde, si tout le monde est sur le vaccin et le Burkina seul n'est plus là, bon, c'est comme un peu le maillon faible. Et puis je considère que ce vaccin, c'est le principe volontaire. Il ne s'agit pas d'attraper tout le monde à bout de rue pour lui inoculer le vaccin. Il s'agit d'aller faire son vaccin si on le veut. Donc l'État a peut-être la responsabilité de faire en sorte que ceux qui voudront se vacciner contre la Covid puissent trouver le vaccin. Ça, c'est une responsabilité. Alors 1 200 000 doses environ. Et si ça s'épuise au bout d'une semaine, on fait comment? Non, je pense que le plan de bon sens et le plan indique certainement qu'il faut acquérir d'autres vaccins. Il y a tout un plan qui consiste à vacciner peut-être plus de la moitié de la population quand même. Ça, c'est ce qui est offert par l'initiative COVAX. Mais il faut peut-être que le Burkina avec ses partenaires se mobilisent pour en acquérir d'autres, pour faire le stock qu'il faut pour les Burkinabés. Les démarches sont-elles déjà entreprises? J'imagine, je suis convaincu. Oui. Alors, Jamais Bitou-Nama, vous êtes rassuré? Vous allez faire votre vaccin dès qu'on aura les doses? D'abord, je ne vois pas le 1 200 000. Ils ne sont pas encore arrivés. Il n'est pas disponible. Donc, je n'ai pas encore vu ça. Oui. Deuxièmement, je trouve que c'est insuffisant. D'abord, 1 200 000, puisque c'est les 12 doses là, non? Je ne saurais vous répondre. COVAX, je pense qu'il faut... on vaccine 2 fois. Donc, c'est 600 000. Oui, parce que c'est seulement le vaccin Johnson & Johnson voilà. Qui s'administre en une seule dose. Écoutez, on ne va pas faire un débat sur le vaccin. Je sais seulement qu'il y a une initiative internationale qui consiste à mettre à la disposition d'un certain nombre de pays des vaccins. La Côte d'Ivoire a reçu, le Sénégal a reçu, le Mali a reçu, le Burkina, le Bénin, le Togo. Le Burkina a reçu sa notification pour dire, dans le cas de l'initiative COVAX, vous avez tant. Bon, si vous me demandez est-ce que c'est 1 200 000, ça veut dire peut-être 600 000, je ne saurais vous répondre. Je pense que le département technique, en son temps, apportera les réponses idoines. On attend de voir. En tout cas, c'est sans doute aussi une bonne nouvelle dans ce cadre-là, dans ce sens, puisque... Là, c'est un don. Donc oui, puisque l'Assemblée nationale vient d'adopter 3 projets de loi portant autorisation de ratification d'ordonnances. Et cette adoption de loi ouvre la voie à un financement de 38 milliards de francs CFA pour lutter donc contre la Covid-19. Sans doute que dans ce cadre-là, on pourra acquérir également des vaccins, monsieur le ministre. Même ça, il y va de notre responsabilité de faire en sorte que les vaccins soient disponibles. Le vaccin contre la méningite, vous savez très bien que c'est une période où, par exemple, la responsabilité de l'État, c'est de faire en sorte que ces stocks existent.
donc la méningite et bien d'autres. Et puis maintenant sur la Covid-19, on y est, la stratégie est donc en marche. Tout est donc prêt pour qu'on fasse plus efficacement face à cette pandémie, monsieur le ministre. Oui, et puis ensuite, le Burkina, c'est un pays champion de la vaccination. Expertise acquise depuis la Révolution. Il n'y a pas de raison que si ces vaccins devraient arriver, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas l'opération. Alors, Germain Bichounma, quelles sont vos attentes maintenant au lendemain de ces 3 mois d'exercice du gouvernement? Qu'ils se mettent au travail et que, par rapport à tout ce qui a été cité ici, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement, et puis les Burkinabés puissent avoir satisfaction à leurs attentes, que leurs attentes soient comblées. Que leurs attentes sont comblées. En 30 secondes, monsieur le ministre, qu'avez-vous de particulier à dire donc, pour montrer aux populations que le gouvernement est effectivement en marche, à l'œuvre, à la tâche? Tout au long de notre émission, je vous ai indiqué que le gouvernement travaille, le gouvernement fait en sorte que la machine prenne sa pleine vitesse et adresse les plus grands défis. Et c'est ça le plus important. Et je crois que dans les mois à venir, peut-être au bout d'une année, si encore nous sommes à votre émission, vous aurez peut-être moins de questions à poser sur le référentiel. On se reverra pour faire donc le point. Gardons toujours à l'esprit que la pandémie du coronavirus est une réalité dans le monde et un défi à relever. Et respectons au mieux les mesures de protection pour barrer la route à la propagation du virus. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 131 qui recevait pour vous Ouseni Tamboura, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Merci pour vos éclairages. Merci pour votre invitation. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Germain Bichounama, journaliste, administrateur général du bimensuel L'événement. Merci pour vos éclairages. Merci. La réalisation de cette émission porte la griffe de Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique de Burkina Info qui l'a soutenue. Merci également à vous toutes et à vous tous et qui m'accordez le privilège de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Et n'oublions pas de toujours prendre soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.